Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je vais laisser Monsieur Cap s'asseoir, on n'est pas des brutes quand même. Voilà, je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal, la dernière de l'année 2019. Et j'invite, qui fait l'appel ce soir? C'est Pascal. Donc j'invite Madame Van Vlassenbroek à procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire. Gustave d'Assonville. Il est là. Patrick Splet. Présent. Marie-Thérèse Canotte. Présente. François de Driver. Présent. Aline Corbillon. Présente. Laurent Meunier. Présent. Pascal Van Vlassenbroek présente. Christine Guéquière. Présent. Dominique Vout. Présent. Sylvie Dardenne. Présente. Dominique Cohn. Présent. Lydie Vivier. Georges Canotte. Présent. Philippe Dosière. Fabiola Carré. Absente. Véronique Six. Procuration à Gauthier Desplanques. Gauthier Desplanques. Virginie Collier. Absente. Christophe Bécard. Isabelle Cornette. Laurence Vandevelde. Absente. Frédéric Ranowski. Présent. Céline Demangon. Michael Dierix, procuration à Jean-Marc Duopa. Jocelyne Lefebvre. D'accord. Sylvie Gilmet. Alain Cap. Yasmina Chigri. Absent. Laurent Corr. Jean-François Caron. Marie-Paul Eblé. Jean-Christophe Détailleur. Jean-Marc Duopa. Marie-France Vérague. Antonio de Philippis. Merci Madame Van Vlassenbroek. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Madame Van Vlassenbroek soit notre secrétaire de séance ce soir? Non. Je vous remercie. Donc Pascal, tu es notre secrétaire de séance et nous t'en remercions. Ensuite, vous avez dû trouver normalement sur table le relevé de mes décisions prises sur le fondement de l'article 2122-22 du Code des collectivités territoriales. Je vous rappelle que cela ne donne lieu ni à débat ni à question, c'est de l'information. On a un procès-verbal à approuver, c'est celui de notre séance du 29 janvier 2019. Je félicite au passage les agents qui se chargent de ce travail, dont Madame Stamper, de rattraper ainsi le retard. Il y en a même d'autres en préparation. Donc c'est très bien, puisque on présente là un procès-verbal de l'année. Et je sais que le retard est en cours d'être rattrapé. Donc merci aux agents pour ces efforts. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal de notre séance du 29 janvier dernier? Il n'y en a pas. Très bien. Qui est défavorable à l'approbation de ce procès-verbal? Personne. Qui s'abstient? Personne. Il est donc approuvé à l'unanimité du Conseil et je vous en remercie. J'ai reçu il y a quelques jours une question écrite du groupe 100% ALU1. Nous l'évoquerons en fin de conseil. Nous allons donc attaquer l'ordre du jour qui comprend 12 délibérations, toutes assez techniques. Bonsoir Madame Lefebvre, bienvenue à vous. On allait attaquer la première délibération. Vous tombez à pic, si j'ose dire. Voilà, la délibération numéro 1 qui va vous être présentée par Pascal Van Vlassenbroek concerne les élections municipales du mois de mars prochain et les opérations de mise sous pli, et plus précisément la rémunération des agents de la ville qui en seront chargés. Pascal, tu as la parole. Merci Monsieur le maire. À l'occasion des élections municipales de 2020, la ville d'Aluin se chargera des prestations d'adressage et de mise sous pli de la propagande électorale.
la préfecture du Nord mettra à disposition les enveloppes d'envoi de la propagande aux électeurs. La commune devra procéder au recrutement des personnels nécessaires, internes ou externes à l'administration. En application de la convention signée entre les communes et l'État, les missions de libellé des adresses et de mise sous pli seront rémunérées à la tâche, savoir nombre d'électeurs à l'arrêt des listes électorales multiplié par 2, c'est-à-dire nombre de tours, multiplié par 29 centimes d'euros. Il est donc proposé de rémunérer les agents qui seront sollicités dans ce cadre par la ville d'Halluin sur le calcul suivant: nombre d'enveloppes traitées multiplié par 0,29 centimes d'euros, sachant que les sommes ainsi dues sont des montants bruts auxquels il conviendra de déduire les cotisations sociales. Il est donc demandé au conseil municipal de valider le mode de rémunération des agents, autoriser le recrutement des agents, accepter la dotation versée par la préfecture du Nord et autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre l'adoption de cette délibération? Personne. Qui s'abstient? Personne. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération numéro 2, qui va vous être présentée par Sylvie Derdenne, adjointe à la culture, concerne la mutualisation de notre service d'archives municipales avec d'autres communes. Il s'agit là d'une convention donc par laquelle nous mettons à disposition l'agent municipal chargé donc de nos archives. Sylvie, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Les communes d'Halluin, Bousbecq, Delémont, Lincel et Ronques souhaitent poursuivre leur collaboration dans le cadre de la mission de gestion des archives communales. La convention de mise à disposition de services précédente arrivant à échéance le 31/12/2019, il y a lieu de renouveler la mise à disposition d'un agent de la ville d'Halluin sur les bases suivantes convenues avec les communes. 14 heures par semaine pour la commune de Bousbecq à raison de 12 semaines par an, 14 heures par semaine pour la commune de Lincel à raison de 18 semaines par an, 7 heures par semaine pour la commune de Ronques à raison de 45 semaines par an, de 8 heures par semaine pour la ville de Delémont à raison de 4 semaines par an. Il est proposé au conseil municipal de poursuivre le partenariat concernant la gestion des archives communales entre la commune d'Halluin et les communes de Bousbecq, Delémont, Lincel et Ronques par le biais de la mise à disposition d'un agent de la ville d'Halluin, de valider la convention qui fixe les modalités pratiques et les modalités financières de cette mise à disposition selon les conditions exposées ci-dessus, et d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que tout autre document relatif à cette mise à disposition. Je vous remercie. Merci Sylvie. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Eh bien, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 3 concerne l'insertion par le sport, dispositif que vous connaissez bien. Et donc, les versements afférents, je donne la parole à notre adjoint au sport, Laurent Meunier. Merci, monsieur le maire. Donc, il est demandé au Conseil de... vu la délibération relative à l'insertion par le sport, modalité de soutien à la pratique sportive, il convient de rembourser au club les avances faites par les associations sportives qui accueillent les bénéficiaires selon les modalités définies dans la délibération. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à procéder au versement au titre de la saison sportive 2019-2020 pour les associations sportives citées ci-dessous. Donc les associations sportives concernées sont le tennis, l'entente basket à Luin, le judo, le twirling, l'UH foot, l'UH gym et danse, boxing club, coach box, badminton et Energym, pour un montant total de 5 418 €. Merci.
Merci Laurent. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous allons passer au vote. Qui est contre l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée à l'unanimité du Conseil. La délibération numéro 4 va vous être présentée par Jean-Marc Duopa. Elle concerne, là aussi, s'agissant de nos associations sportives, la subvention famille, bien connue également. Jean-Marc, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il convient de... c'est une délibération concernant le versement de subventions aux associations sportives. Il convient de rembourser aux associations les réductions accordées à leurs adhérents aluénois dans le cadre de la politique sportive subvention famille mise en place par la municipalité. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à procéder au versement des avances faites au titre de la saison sportive 2019-2020 aux associations sportives citées ci-dessous. Vous avez la liste des associations pour un total de 19 631,90 €. Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2020 et la dépense sera imputée au chapitre 1240. Voilà. Je ne détaille pas les chiffres. Merci Jean-Marc. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est également adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 5 concerne nos deux clubs de volley, ALU1 Volley Métropole et le Volley Club Michelet. Il s'agit de subventions et d'un avenant aux conventions d'objectifs. C'est quelque chose d'habituel également. Laurent Meunier, adjoint au sport. Merci, monsieur le maire. Donc, considérant que les clubs Volley Club Michelet ALU1 et ALU1 Volley Métropole disposent d'équipes qui évoluent au plus haut niveau fédéral et font rayonner sur le territoire français l'image de la ville d'ALU1. Considérant que ce niveau de compétition oblige les équipes à de nombreux entraînements sportifs hebdomadaires plus importants que pour les autres clubs associatifs que les communes de la commune et que cela nécessite par conséquent des créneaux d'entraînement adaptés sur les installations sportives municipales, notamment ceux de la salle Michel Bernard. Considérant qu'il convient d'assurer une équité de traitement entre les deux associations sportives dans la mise à disposition des salles, la facturation des clubs sera effectuée en fonction du nombre d'heures d'occupation au tarif de 27,30 € de l'heure. Considérant qu'il convient d'assurer l'équilibre de leur budget pour la saison sportive 2018-2019, il est également proposé d'attribuer une subvention complémentaire de fonctionnement aux deux associations sportives. Ces subventions complémentaires s'élèvent à 17 800 € et 20 centimes pour chacun des clubs. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer la facture d'occupation des salles pour les clubs de volley à 27,30 € de l'heure pour la période allant du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. Valider l'avenant à la convention d'objectifs pour permettre la facturation concernant l'occupation des équipements sportifs pour les clubs de volley-ball. Autoriser le versement d'une subvention complémentaire de 17 800 € et 20 centimes pour chacune des deux associations sportives. Et enfin, autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ces décisions. Les crédits sont inscrits au budget 2019 sur l'imputation 12/40 657 74/12. Merci. Merci Laurent. Voilà donc une délibération connue maintenant depuis que notre club de volley s'est, scindé en deux clubs. Est-ce qu'il y a néanmoins des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Très bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 6 va vous être présentée par Laurent Meunier, adjoint au sport également. Elle concerne les deux mêmes clubs de volley, mais cette fois, il s'agit de l'avance sur la subvention haut niveau pour 2020. Laurent, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, les clubs de volley
Alluin Volley Métropole et Volley Club Michelet à Luin sont des clubs de haut niveau qui contribuent à valoriser l'image de la commune. Ces associations disposent de budgets conséquents en rapport avec leurs dépenses. Aussi, afin de leur éviter des incidents de trésorerie, il est proposé de verser une avance sur subvention au titre de l'année 2020 à hauteur de 10 000 € pour chaque club. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter l'attribution de façon anticipée lors du premier trimestre 2020 d'une avance de subvention de 20 000 € répartis comme suit. 10 000 € pour l'HVM et 10 000 € pour VCMH. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à la présente décision. Les crédits seront inscrits au budget 2020. Merci. Merci Laurent. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 7 concerne le cercle des nageurs alluinois. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle. C'est Jean-Marc Duhopat qui va nous expliquer cela. Il s'agit un peu d'un rattrapage, quelque chose qui n'avait pas été fait. Jean-Marc, tu as la parole. Oui, d'accord. Donc c'est une délibération concernant un échange international soutenu par la ville. Le CNH s'est rendu durant le week-end de la Pentecôte 2018 à Erquensvik dans le cadre d'un jumelage. Donc, en application des barèmes définis pour ce genre d'échange et de déplacement, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à verser une subvention au Cercle des nageurs alluinois pour ses actions menées avec la ville d'Erquensvik. Vous avez le détail en dessous par rapport au nombre de personnes et au montant par kilomètre. D'autoriser le versement de la subvention suivante au Cercle des nageurs alluinois pour ses actions menées avec la ville d'Erquensvik et de signer tout document nécessaire à l'application de cette délibération. C'est un montant de 1 617 €. Voilà. Merci Jean-Marc. Voilà, donc 1 617 € pour le Cercle des nageurs alluinois. Voilà, et pour cette manifestation assumée par notre club local en partenariat avec les Allemands de notre ville jumelée d'Oer, mais qui a eu lieu, donc, cette manifestation en mai 2018. C'est la raison pour laquelle je parlais d'un rattrapage. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Merci pour le Cercle des nageurs alluinois. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 8 concerne le renouvellement du contrat enfance-jeunesse. Donc il y a une convention d'objectifs et de financement à passer avec la Caisse d'allocation familiale du Nord. C'est Dominique Vout qui va vous donner les détails. Dominique Vout, adjoint à l'action éducative et aussi à la jeunesse et à quelques autres choses. Dominique. Merci, monsieur le maire. Par délibération du conseil municipal du 1er décembre 2015, la ville d'Alluin a engagé un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale du Nord lors de la signature du contrat enfance-jeunesse pour la période 2015-2018. Une des priorités de la Caisse nationale des allocations familiales est la bonne articulation entre les vies professionnelles, familiales et sociales, qui constitue un élément majeur de cohésion sociale. Le contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus, en, premièrement, favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil, secondement, en recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la vie des sociétés, dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. Suite à l'analyse du diagnostic territorial réalisé sur la période allant de 2015 à 2018, il paraît opportun de répondre aux besoins du territoire à travers les objectifs du contrat enfance-jeunesse. Aujourd'hui, il vous est donc proposé de conclure un nouveau contrat d'enfance-jeunesse pour la période 2019-2022
afin de fixer les modalités partenariales entre la ville d'Halluin et la Caisse d'allocation familiale du Nord. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette convention d'objectifs et de financement du contrat enfance-jeunesse 2019-2022. Et 6 juin, donc, la convention après la délibération. Merci Dominique. Y a-t-il des questions? Monsieur Desplanques, je vous en prie. Moi, je m'étonne qu'on n'ait aucune des annexes qui soit fournie avec cette convention. Or, tout le monde sait que le texte de cette convention, il est bateau, il est le même pour toutes les villes. C'est dans les annexes que se trouve l'essentiel, la substance de cette convention. Oui, Donc monsieur. je ne comprends pas que l'on nous fasse voter ce texte aujourd'hui sans ces annexes, d'autant plus qu'on peut très bien le voter au prochain conseil municipal, ça n'aura aucune incidence sur les finances de la ville, ni sur le fonctionnement avec la CAF. Donc je souhaiterais que vous reportiez le vote de cette délibération lorsque vous aurez tous les éléments. Oui, ça c'est encore une tentative de coup, parce que vous étiez présent lors de la commission que j'ai présidée, la commission finances, lors de laquelle nous avons présenté ce projet de délibération, et vous n'avez pas soulevé cette difficulté que vous soulevez tout à coup ce soir. Mais parce que je vous rappelle que les commissions servent justement à faire en sorte que le conseil municipal se passe bien, et quand il y a un problème d'ordre technique comme celui-là, on profite du travail en commission. On fait pas des petits coups bas en conseil municipal. Mais enfin, je crois que cela doit s'expliquer par les élections municipales qui ont lieu dans maintenant 3 mois. Enfin, chacun appréciera. Dominique Wood va vous répondre. Bon, c'est une convention, évidemment, enfin non, effectivement, qui n'a pas emballé les foules, puisque lors de la présentation en commission, nous étions la majorité seuls. Donc forcément, on n'a pas pu répondre aux questions. Dans ta commission à toi, mais dans la mienne, commission monsieur Desplanques était numéro présent. 4. Mais sinon, j'aurais pu dire que la CAF, ayant, entre guillemets, n'ayant pas terminé le diagnostic, nous l'a communiqué le 6 décembre. Il est possible de compulser au service enfance-jeunesse. Et ça, on le devine que c'est possible de le consulter. Ben, il fallait le faire. On le devine. On n'a pas l'info. Mais vous êtes Fallait le tellement mettre sur- intelligent, monsieur Il fallait le mettre Desplanques. sur table. Vous l'aviez donc deviné. Il fallait le mettre sur table dans ce cas-là. Tout va bien. Donc, retirez votre délibération, Oh, je la faites-la re- je la- faites-la voter je au la prochain retirerai conseil pas, non. municipal, mais ça, je m'en doute. Non. Bah alors donc. Mais je Arrêtez vous le, de nous faire je perdre vous le notre demande temps. tout de même. Bon, donc c'est bien un coup de communication. Bah si, puisque vous dites que je connais le résultat, je sais que vous ne la retirerez pas, mais je le demande tout de même. C'est donc un coup de communication. Vous venez de le confirmer à l'instant. Y a-t-il d'autres questions plus sérieuses? Ce qui n'est pas difficile. Il n'y en a pas. Qui est contre l'adoption de cette délibération? Donc, laissez les bras levés si vous voulez bien pour que M. Leleu puisse, d'autant que M. Desplanques, il a la procuration de Mme Six, ce qui fait 2, M. Dosière et Mme Vivier, dont je n'ai pas fait attention s'ils avaient des procurations. Non, ils n'en ont pas. Personne d'autre? Très bien. Donc ça, c'est pour les contre. Qui s'abstient? Donc je ne vois pas d'abstention. Donc cette délibération est adoptée à la majorité. Et je m'en félicite, puisque cette convention avec la CAF nous permet de faire beaucoup de choses bien utiles. Il aurait été dommage d'en priver les bénéficiaires. C'était donc notre délibération numéro 8. Je passe à la numéro 9. Et la délibération numéro 9, qui va vous être présentée par Patrick Splett, premier adjoint et aussi adjoint aux associations et à l'animation, ainsi qu'aux fêtes, porte donc sur les tarifs pour l'année 2020 de nos services publics municipaux et aussi des locations de salles municipales. Patrick, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de l'élaboration du budget 2020, il convient de fixer les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2020 pour les occupations de locaux municipaux ainsi que pour les services offerts aux usagers. Vous trouverez annexé à la présente délibération le dossier complet concernant les tarifs des services publics et locaux municipaux pour l'année 2020.
Il est à noter que concernant la location de la salle du manège, une priorité est donnée aux manifestations organisées par des associations ou structures alunoises. Un regard particulier sera aussi porté sur l'objet de la manifestation. En effet, tout projet visant à utiliser cet équipement dans l'idée d'optimiser la dynamique de la vie locale alunoise sera étudié et favorisé. Actions culturelles, économiques, sociales, de prévention, éducative ou associative. Bien entendu, d'autres critères seront aussi étudiés. Ainsi, la prévision du nombre de participants et l'objectif principal de l'opération seront aussi des facteurs de décision pour la validation de la location de cette salle municipale de grande taille. Il est demandé au conseil municipal de valider les tarifs tels que proposés en annexe, autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ces services et locations. J'ajoute juste une petite chose, à la page 18, vous avez une nouveauté, c'est la location de nos chalets. Qui seront installés d'ailleurs sur la place de l'abbé Maupin dès demain matin. Voilà. Merci. Merci Patrick. Je précise que aucun tarif n'a fait l'objet d'une quelconque augmentation. Il y a certes quelques tarifs qui n'existaient pas auparavant parce qu'ils correspondent à des choses nouvelles qui n'existaient pas auparavant, comme la location des chalets, puisqu'avant on n'avait pas de chalet. Donc désormais il y a un tarif puisqu'on a des chalets qu'on est susceptible de les mettre à disposition. Pour tous les tarifs qui étaient existants, il n'y a aucune augmentation. Y a-t-il des questions? Monsieur Détailleur. Je vous remercie, monsieur le maire. Nous allons bien évidemment voter cette délibération, puisque pour une fois, il n'y a aucune augmentation. Quel contraste avec le début du mandat, où là, vous y étiez allé vraiment franco, de façon parfois même aberrante, avec des augmentations qui atteignaient près de 10 fois l'inflation dans certains cas. J'ai notamment en mémoire le tarif du Familia qui avait augmenté à l'époque de 17% d'un coup, alors que les salaires, eux, ne progressaient pas. Et votre argumentation était d'ailleurs assez étonnante, puisque vous aviez évoqué la TVA qui était pourtant que de 5%. Ceci dit, je crois que les Aluinois ne sont pas dupes. À moins de 3 mois des élections municipales, voilà monsieur Dassonville. Vous êtes pressé, monsieur Détailleur. Un peu plus de 3 mois. Si je peux reprendre, à 3 mois des élections municipales, monsieur Dassonville arrive avec sa hotte de Père Noël et nous propose une non-augmentation des tarifs pour la toute première fois de son mandat. Mais la ficelle est tellement grosse que ce n'est plus une ficelle, c'est une amarre de paquebot. Une amarre de paquebot. Le cinéma n'a pas augmenté depuis maintenant plusieurs années. Vous l'avez augmenté de 17%, monsieur le maire. Il est passé de 3 à 3,50, c'est-à-dire plus 17%. Et à l'époque, vous aviez indiqué, c'est dû à la TVA, c'est dû à la TVA, c'est dû à la TVA. Pas de chance pour vous, elle est de 5,5 sur les produits culturels. Je peux parler, monsieur Détailleur? Je vous remercie. Alors, bon, apparemment... si on essaie de vous piquer votre joli rôle de Père Noël, ça vous met en colère. Bon. Je note aussi que, et là je regarde un peu malicieusement M. Corr, qui me reprochait souvent en début de mandat de trop regarder dans le rétroviseur pour rappeler ce qu'on avait trouvé, nous, en arrivant. Bon. Je vois qu'aujourd'hui, c'est vous qui regardez dans le rétroviseur. Vous n'êtes pas en retard, parce que vous êtes encore dans l'opposition pour l'instant. Alors, monsieur Détailleur, vous avez calculé quelques pourcentages, parce que c'est vrai que quand on part de 5 euros, 17%, vous pouvez calculer combien ça fait, donc c'est beaucoup plus impressionnant en pourcentage. Bon, c'est Churchill qui disait les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, parfois même la vérité. Alors, monsieur Détailleur, cette augmentation, vous prenez l'exemple du cinéma, elle a été, somme toute, assez modeste. Je rappelle que actuellement,
une place adulte, tarif plein, au cinéma Le Familia, c'est 5,50 € comparé au cinéma lillois ou au Kinépolis de l'Homme. Alors je sais pas, j'y vais jamais, mais ils doivent bien être entre 11 et 13 €. La dernière fois que je suis allé, c'était 11, mais ça remonte à combien ? 11,50 €, donc c'est moitié prix à Alluin. Moi, c'est ce que je retiens, et les Alluinois le savent. Les Alluinois savent aussi que les finances de la ville, il a fallu un certain temps pour les redresser. Alors je ne vais pas, moi, à mon tour, regarder dans le rétroviseur. Je l'ai fait les 2 premières années, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Nous sommes avec mon équipe en responsabilité depuis bientôt 6 ans. Donc, il y a un moment, monsieur Détailleur, où il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur. Néanmoins, cette situation des finances communales que nous avions trouvée en arrivant, c'était une réalité, avec emprunt toxique, j'en passe et des meilleurs. Il a fallu plusieurs années pour redresser les finances de la commune, un peu plus de 4 ans. Et donc, c'est vrai que vous avez pris l'exemple des toutes premières années, c'est vrai qu'il y a eu des augmentations de tarifs, mais il y en a même eu encore l'année dernière, qu'on a contenu en prenant pour base l'inflation, mais ces augmentations de tarifs, contrairement à ce que vous essayez de faire croire, ont toujours été raisonnables. Nous avons toujours... Monsieur Détailleur, n'appuyez pas sur le bouton, je n'ai pas terminé. Je vous rends la parole, je termine ma phrase et je vous rends la parole. Ce que je disais, c'est que ces augmentations, lorsqu'elles ont été pratiquées, ont toujours été raisonnables et que cette équipe et moi-même avons toujours eu le souci du porte-monnaie des Alluinois. Après, la commune, c'est une personne morale de droit public, mais c'est une personne. Elle subit, elle aussi, les augmentations qui lui sont imposées. Les factures d'électricité que règle la commune n'ont jamais baissé, sauf que, comme on remplace l'éclairage public par un éclairage moins énergivore, elles baisseront. C'est l'un des paris que nous faisons. Mais ce que je veux dire, c'est que la hausse des prix, la commune en fait aussi les frais dans de nombreux domaines. Et que donc, à un moment donné, on doit bien répercuter. Mais on le fait le moins possible sur les Alluinois parce que notre gestion est rigoureuse, ce qui nous permet non seulement d'avoir des augmentations de tarifs lorsqu'elles avaient eu lieu, puisque ce soir il n'y en a pas, mais elles avaient été très raisonnables, contrairement à ce que vous prétendez. Et cette gestion rigoureuse nous permet même de faire pas mal d'autres choses qui n'existent pas dans les autres communes. Paiement du transport des lycéens, par exemple. Mais je vais m'arrêter là sur ce sujet, car il vous déplaît assez, monsieur Détailleur, je le sais. Je vous rends maintenant la parole pour me répondre de façon brève, si vous voulez bien, puisque j'ai bien compris que vos remarques étaient à but électoral. Je serai beaucoup plus bref que vous, rassurez-vous, ça n'est d'ailleurs pas compliqué. Je vous en remercie. Je dois néanmoins corriger quelques contre-vérités. Vous parliez d'augmentation raisonnable. Non, elles étaient systématiquement très supérieures à l'inflation. D'ailleurs, vous-même, vous aviez tenté de noyer le poisson à chaque fois en évoquant le panier du maire, etc., etc. Et j'étais intervenu moi-même en vous donnant les vrais chiffres de l'inflation et de l'augmentation des salaires. En tout cas, les faits sont là. Pour la première fois, à 3 mois des élections municipales, comme par hasard, on n'augmente plus les tarifs. Bon, les Alluinois sont suffisamment fins pour comprendre la signification de cette politique. Sur le panier du maire, monsieur Détailleur, je me souviens d'ailleurs que c'était un débat que vous aviez avec monsieur Desplanques, à l'époque. Les temps changent, n'est-ce pas ? Et pour clore ce débat, je vous dirai juste une chose, monsieur Détailleur. Vous savez, sur ces sujets, il est très important d'être en phase avec les habitants. Sur ce sujet, comme sur les autres d'ailleurs. Et je vais vous révéler quelque chose qui vous fera sans doute très plaisir. C'est que, en presque 6 ans, je n'ai jamais reçu de courrier
d'habitants se plaignant des augmentations de tarifs. Pas une seule fois. Donc voilà, c'est une réponse que je peux vous faire. Ce sont des faits, ce n'est pas une assertion, ce sont des faits. Donc je pense que c'est un peu dans votre tête, si je puis me permettre, votre frayeur. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Alors, qui est contre ces tarifs? Tout ça pour ça, personne. Qui s'abstient? Personne. Ils sont donc adoptés à l'unanimité du Conseil et je vous en remercie. La délibération numéro 10. Je vais vous la présenter moi-même. Elle concerne sur notre futur budget 2020 une ouverture anticipée de crédit. Il s'agit des travaux que nous prévoyons à la... S'il vous plaît. Il s'agit des travaux que nous prévoyons à la piscine. Bon, vous le savez, cela fait maintenant longtemps que des nouveaux travaux, puisqu'il y en avait eu lors du mandat précédent sous l'égide de mon prédécesseur. Simplement, ces travaux n'ont pas résolu les problèmes de notre piscine municipale. Depuis le début de ce mandat, nous savons que nous allons devoir réaliser d'autres travaux à la piscine. Comme vous le savez, les travaux dans les piscines sont extrêmement chers. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces travaux ont été repoussés. Il y en a d'autres, notamment des raisons de calendrier, puisque, comme vous le savez, notre piscine est fréquentée par de nombreux acteurs, associations et autres, le Cercle des nageurs alluinois, le club de plongée, et j'allais y venir, et c'est tout à fait juste, notamment par nos écoles. J'ai personnellement appris à nager dans notre piscine municipale, et je pense qu'on est un certain nombre ici dans ce cas, et notamment concernant les scolaires, concernant les écoles. Nous souhaitons réaliser ces travaux de manière à ce que l'équipement ne soit pas, ne soit pas soustrait à tous ces acteurs, pas seulement les écoles, mais également les clubs qui en ont besoin, et aussi les particuliers, les habitants. Donc ces travaux que nous avions envisagés ont été reportés à ma demande. On les envisage peut-être pour l'été prochain, donc l'été 2020, à confirmer, parce qu'il y a, il y a toute une procédure, vous le savez, mais c'est ce qu'on souhaiterait pour l'instant. En tout cas, ces travaux vont coûter environ 300 000 €. C'est le montant de la demande d'ouverture anticipée de crédit, objet de la délibération. Ces travaux, je le rappelle, il y aura réfection complète des plages, de la piscine. Il y a aussi une modification de la pente pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Donc on en profite pour améliorer l'accessibilité de la piscine. Et il y aura donc une nouvelle étanchéité. Bon, je passe sur les détails. Ce sera aussi un revêtement carrelage qui sera posé, ce qui est plus cher que ce qui avait été envisagé il y a quelque temps. Donc, en faisant une estimation large, parce qu'une bonne gestion, ça consiste à prévoir plus que ce dont on va avoir besoin, en faisant une estimation, ça y est, je l'ai dit, en faisant une estimation large, donc ce sont 300 000 € qui sont nécessaires. Alors j'attire votre attention sur le fait que la délibération vous demande de m'autoriser cette ouverture anticipée de crédit pour pouvoir réaliser ces travaux et pour pouvoir faire démarrer certaines opérations relatives à ces travaux avant le vote de notre budget primitif 2020. Donc, c'est à hauteur de 300 000 €, mais je précise bien
que sur ces 300 000 euros, la MEL, au titre de son plan piscine, doit nous rembourser la moitié, 50%. Donc ça coûtera à la ville environ 150 000 euros. Mais je dois inscrire pour la totalité du montant des travaux. J'espère avoir été clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur Desplanques, je vous en prie. J'avoue que j'ai un peu de misère à comprendre. Bah, vous comprenez vraiment jamais rien, monsieur Non, Desplanques. non, mais je ne dois pas être le seul, je pense. C'était pareil. Je ne dois pas être le seul, je pense. Pourquoi nous présentons aujourd'hui cette... Ne parlez pas pour les autres. Pourquoi nous présentons aujourd'hui cette délibération? Elle n'a aucun intérêt. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Expliquez-nous pourquoi cette délibération. Mais je vais lire le 4e attendu de la délibération. Considérant que pour satisfaire à la réalisation de certains travaux spécifiques qui doivent être engagés au plus vite et dont le règlement interviendra donc au cours de cette période transitoire, il est nécessaire d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider, mandater certaines dépenses préalables au vote du budget primitif 2020. Or, vous venez de dire que les travaux se passeront à l'été, au mieux. Vous n'avez donc pas besoin aujourd'hui de prendre cette délibération. Elle n'a aucun intérêt. Et vous avez été le premier à évoquer la campagne électorale. Cette délibération n'a qu'un but électoral, de pouvoir faire une annonce en vous servant des services de la ville pour pouvoir le faire. Donc moi, je vous demande de retirer cette délibération aujourd'hui. Mais oui, mais oui. Elle n'a aucune utilité. Il est... Bon, je te donnerai la parole après, mais je vais déjà répondre... peut-être donc seulement en partie, si tu veux bien, mais François, puis je te donne la parole après. Alors, monsieur Desplanques, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire ma campagne électorale sur les travaux de la piscine. Je pense que je ne l'ai même jamais évoqué publiquement jusqu'à ce jour. Bon. Ensuite, on ne fait pas la campagne électorale au conseil municipal, contrairement à ce que vous faites depuis tout à l'heure. Bon. Alors, c'est un peu une manie de vouloir me faire retirer les délibérations. Déjà, on n'en a que 12, donc au train où vous allez, monsieur Desplanques, on se serait quitté en début de conseil, si on retirait toutes les délibérations. Alors, puisqu'on est en train de faire le concours que vous voulez lancer de celui qui ne comprend pas, puisqu'apparemment vous ne comprenez pas grand-chose, moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Si vous... Bon... parce que l'ancien adjoint aux finances que vous êtes m'inquiète énormément, puisque vous prenez pour base de votre raisonnement, qui est de dire cette délibération sert à rien puisque les travaux, vous dites que vous les prévoyez pour l'été 2020, vous prenez pour base la date des travaux. Or, je vous... Oui, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Desplanques. Or, il me semble, monsieur Desplanques, qu'il y a un marché à lancer. Bon, première chose. Et deuxième chose, la date des travaux que je vous ai donnée n'est qu'indicative. J'ai bien dit, pour l'instant, on vise l'été 2020. Et ensuite, elle a aussi une autre utilité, cette délibération, c'est que ce qui est fait n'est plus à faire, et donc, en inscrivant ces crédits, on règle déjà le travail préparatoire à ces travaux que nous devons réaliser à la piscine. Et monsieur Desplanques, si vous voulez contester notre manière de travailler, libre à vous. C'était d'ailleurs, vous faisiez de la même manière lorsque vous étiez adjoint aux finances. Vous aviez demandé des ouvertures anticipées de crédit pour un certain nombre de choses, et c'était analogue à ce que nous faisons là. Mais si, monsieur Desplanques, la seule chose qui a changé, c'est qu'avant vous étiez là, et qu'aujourd'hui vous êtes là-bas. C'est bien de votre faute d'ailleurs, même si vous en concevez des regrets, et je vous comprends. Mais c'est tout, ça s'arrête là, et c'est encore un coût supplémentaire, mais les petits coups un peu pieds nickelés, ça risque vite de lasser les habitants. François de Driver, donc adjoint à l'urbanisme et aux travaux, justement, qui souhaite avoir la parole.
Oui, merci monsieur le maire. Non, je voulais juste apporter un petit point technique. C'est-à-dire, si on veut les entreprises fin juin, début juillet pour régler ce problème de piscine, il faut au moins 2 mois de préparation, temps de bien régler tous les détails. Donc ça veut dire qu'il faut que leur marché soit signé au moins 2 mois à l'avance. Donc ça nous mène fin mars. Le temps de faire l'appel d'offres, de le préparer, de le lancer, que les entreprises répondent, l'analyse des offres et compagnie. Il n'y a rien de trop. Surtout que ce n'est pas en signant le marché le 15 juin qu'on aura du monde à partir du 1er juillet. Voilà. Ça me paraît évident. Donc vous voyez, monsieur Desplanques, vous êtes déjà en mars. Je vous rends la parole, monsieur Desplanques, bien volontiers, mais ne vous enfoncez pas. Hein. Ah mais je ne vais pas m'enfoncer. Vous n'avez aucunement besoin de cette délibération pour lancer le marché. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais pour lancer le marché stricto sensu, non. Non, pour choisir le prestataire non plus. Vous avez besoin de ça pour pouvoir mandater, pas pour pouvoir lancer un marché. C'est totalement faux ce que vous dites. Écoutez, totalement faux. Vous restez dans votre entêtement libre à vous, monsieur Desplanques. En tout cas, je vois pas très bien en quoi elle est gênante, cette délibération. Ça, à mon tour, j'ai pas compris en quoi elle vous dérange. Voilà. Bon. Ce qui est fait n'est plus à faire. On s'y prend jamais trop tôt, monsieur Desplanques. Hein, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Voilà. Même monsieur Détailleur, il ne voit rien à redire, donc c'est bien la preuve que cette délibération est tout à fait utile. Simplement, je n'ai pas de questions, ça s'arrête là. Oui, mais enfin, c'est déjà... Merci de ne pas parler pour moi. Merci, monsieur le maire. À défaut d'être une preuve, c'est un adminicule ou un indice. Très bien. Qui est contre? Même monsieur Desplanques n'est pas contre. Alors, qui s'abstient? Donc, M. Desplanques ne s'abstient pas. Il dit qu'il ne prend pas part au vote. On va y revenir dans un instant. J'ai néanmoins 2 abstentions, donc, qui sont M. Dosière et Mme Vivier. Il n'y a pas d'autres abstentions? Voilà. Donc, je vais faire le vote qui est pour avant de me repencher sur le cas de M. Desplanques. Donc, qui est pour? Donc, pour, nous avons tout le reste du Conseil, donc, sauf M. Dosière et Mme Vivier. Et M. Desplanques, donc même le groupe 100% Aluin a voté pour. Donc je note, hein, M. Desplanques, c'est tout à fait votre droit de ne pas prendre part au vote. Donc je note que vous ne prenez pas part au vote et je demande à M. Leleu de... Et donc Véronique Six non plus, vous la tiendrez au courant. Voilà, des fois qu'elle ne serait pas d'accord avec vous, enfin ça c'est vos oignons. Donc on a 2 personnes qui ne prennent pas part au vote puisque vous avez la procuration de Mme Six. C'est votre droit le plus strict et je demande à M. Leleu de le noter comme ça, et pour vous et pour Mme Six. Simplement, juridiquement, ne pas prendre part au vote, c'est une abstention, hein, juridiquement. Dans les décomptes des voix, je vous le rappelle au passage. Ça, c'est la loi, je n'y puis rien. M. Desplanques, à moins que vous souhaitiez qu'on retire la loi, mais je n'ai pas ce pouvoir. Très bien. Donc, la délibération est adoptée à la majorité du Conseil. Et je vous en remercie. La délibération numéro 11 et avant-dernière de ce Conseil, que je vais vous présenter moi-même également en demandant un petit peu de concentration à mes côtés, s'il vous plaît, parce que pour celui qui s'exprime, c'est quand même assez compliqué. Merci beaucoup. Vous aurez remarqué d'ailleurs que je ne parle jamais lorsque vous présentez vos délibérations. Merci beaucoup de votre compréhension. Donc cette délibération numéro 11 concerne l'aire d'accueil des gens du voyage qui a ouvert donc le 2 décembre dernier sur le territoire de Ronques. Il s'agit de demander ici au Conseil d'approuver une convention qui est donc jointe à cette délibération et de m'autoriser bien sûr à la signer. Alors cette convention est un accord avec les 3 autres communes qui sont donc à l'origine de cette aire d'accueil. Outre Aluin, vous avez donc Ronques sur le territoire de laquelle l'aire d'accueil se trouve et vous avez Tourcoing et Neuville-en-Ferrain. Alors, cette convention vise à régler les relations entre communes, s'agissant notamment des conséquences, je dirais, sociales
et éducative s'agissant de l'obligation qu'ont les gens du voyage, comme tous les autres citoyens, de scolariser leurs enfants, la question s'est posée de savoir, voilà, quelle commune allait scolariser les enfants des gens du voyage, etc. Et il y a aussi les différents CCAS qui sont d'ailleurs partis, tous les quatre, les CCAS des 4 villes sont partis à cette convention qui s'appelle donc Accord intercommunal, relatif à l'aire d'accueil des gens du voyage. Les CCAS peuvent éventuellement être sollicités par les gens du voyage, parce que ce sont des citoyens comme les autres. Il peut très bien se produire qu'ils demandent une aide au CCAS d'une commune ou d'une autre. Alors, cette convention, je ne vais pas vous en imposer la lecture intégrale, bien évidemment, mais s'il y a des questions, nous sommes plusieurs à être à votre disposition pour y répondre. Le but, alors, moi, s'agissant d'Aluin, mais chacun des maires des 4 communes a fait la même chose. Le but, c'était qu'aucune des 4 communes ne soit lésée. Et s'agissant d'Aluin, j'ai veillé scrupuleusement à ce que les intérêts de notre commune ne soient pas lésés à cette occasion. Je dois dire que le travail entre les 4 maires s'est vraiment fait dans une entente parfaite et que nous avons trouvé un accord très facilement. Alors le principe, c'est dans l'accord intercommunal d'ailleurs, c'est que s'agissant de l'obligation des gens du voyage de scolariser leurs enfants, déjà il y a une première chose, c'est que souvent c'est une obligation légale à laquelle ils ne satisfont pas. Bon, ça c'est leur problème, ils se mettent en dehors de la loi, c'est leur problème. Si toutefois des gens du voyage choisissent de scolariser leurs enfants, le système est le suivant. L'accord intercommunal prévoit que les 44 emplacements que comporte cette aire d'accueil des gens du voyage sont répartis de la manière indiquée dans la Convention. C'est 4 fois 11 places. 11 places par commune. À Luin, d'ailleurs, elles sont numérotées. À Luin, c'est 1 à 11. Et donc, sur les 11 places qui se rattachent à Aluin, les places numéro 1 à 11, vous allez avoir les familles de gens du voyage correspondantes. Et donc, chaque commune est censée scolariser dans une de ces écoles les enfants des gens du voyage qui se trouvent sur les emplacements qui lui sont rattachés. Donc c'est seulement si une famille qui se trouve sur un des emplacements 1 à 11 veut scolariser des enfants qu'Aluin sera dans l'obligation de les scolariser. Ceci étant, il ne nous a pas échappé que l'aire d'accueil, cette aire d'accueil se trouve à Ronques. Et que, pour des raisons pratiques, peut-être que les gens du voyage qui vont scolariser des enfants, qui ne seront pas très nombreux, je vous le dis tout de suite, c'est très marginal tout ce qu'on se dit là, parce que ça c'est quand même important de le dire. Mais il est possible que ce soit plus pratique pour eux de les scolariser à Ronques, parce que géographiquement ce sera plus simple, qu'à Tourcoing. Tourcoing est plus éloigné dans cette affaire, géographiquement. C'est la raison pour laquelle cet accord intercommunal prévoit que si une commune scolarise dans une de ses écoles un enfant d'une famille qui est sur un emplacement rattaché à une autre commune, il y a un système de compensation, c'est-à-dire que la commune qui aurait dû accueillir l'enfant dans une de ces écoles et qui ne l'a pas fait, dédommage la commune qui accueille l'enfant dans une de ces écoles, exactement sur la base de ce qu'on connaît déjà. Vous savez qu'il y a un forfait, c'est-à-dire que lorsqu'on accueille un enfant d'une autre commune, on facture tous les ans à cette autre commune. On passe cette délibération tous les ans. C'est le même système, c'est le même principe. Bon, voilà le genre de problème, pour vous donner un exemple, que règle cet accord intercommunal, dont on est assez satisfait, encore qu'on verra à l'usage s'il est perfectible ou pas. Il y a une clause de renouvellement possible, à la demande d'une seule des communes, donc c'est assez facile. Si à Luin, si on n'est pas satisfait, si on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, on peut demander la révision et on ne se priverait pas de le faire. Concernant les autres frais, là, j'ai une bonne nouvelle. Concernant les autres frais que cette aire d'accueil peut engendrer pour les 4 communes, comme c'est Ronques
qui va devoir supporter le plus de faux frais, si je peux les appeler ainsi, puisque l'aire d'accueil est sur son territoire, c'est Ronc qui va percevoir intégralement la majoration de DGF, la majoration de dotation globale de fonctionnement qui est prévue par la loi pour les aires d'accueil. Et la ville de Ronc nous a déjà notifié que, compte tenu des informations dont elle dispose à ce jour, le montant de surcroît de DGF qu'elle va toucher fait qu'elle nous a d'ores et déjà promis qu'elle ne nous facturera rien pour les frais, les autres frais, en dehors de cette question scolaire ou des questions liées au fonctionnement des différents CCAS. Sur cette aire d'accueil des gens du voyage, qui, je le rappelle, est sur le territoire de Ronc, mais qui permet à chacune des 4 communes participantes de satisfaire à son obligation légale. Je souhaite profiter de ce conseil municipal pour dire quelques petites choses. Je n'ai encore jamais communiqué publiquement sur ce sujet. Ce qu'il faut que les Alluinois sachent, et c'est très important, parce que je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Autre chose d'abord, mais ça les gens le savent, c'est une obligation légale. Moi, à titre personnel, je suis contre les aires d'accueil de gens du voyage. Parce que si ce sont des gens du voyage, moi je pense qu'ils doivent voyager. Et ils ont tendance à de plus en plus se sédentariser. Et moi, à titre personnel, je trouve quelque part choquant que l'ensemble des citoyens, à travers leurs impôts, doivent financer de tels lieux, alors que les intéressés, c'est-à-dire les gens du voyage, ne payent ni taxe d'habitation ni taxe foncière, et ne participent donc pas à l'effort collectif que tous les citoyens font. C'est une position personnelle. Néanmoins, en tant que maire, mon premier devoir est de faire respecter la loi dans la commune. Et la loi prévoit que toute commune de plus de 5000 habitants est tenue, est obligée d'avoir une aire d'accueil pour les gens du voyage. J'ai donc souhaité respecter la loi. J'y suis bien obligé de toute façon. Même si c'est à contre-cœur, je suis très clair là-dessus. Je reviens, parce que j'avais commencé une phrase et j'ai fait une parenthèse. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet pour la parfaite information des Alluinois. Ce que je voulais dire surtout, et c'est ça que les Alluinois, à mon avis, ne savent pas tous, sauf ceux qui sont particulièrement informés. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe et moi, en faisant le choix de participer à ce projet intercommunal avec les 3 autres communes d'aire d'accueil des gens du voyage, nous avons pris la meilleure décision pour l'intérêt des Alluinois, et notamment pour leur tranquillité, puisque c'est ce qu'un certain nombre d'entre eux craignent, qu'il y ait des troubles à leur tranquillité. Moi, je dis les choses, vous savez, hein, vous me connaissez, je suis cash. Même si je ne veux stigmatiser personne, et je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, mais on a eu quelques expériences récentes, notamment à travers des occupations illicites, qui nous ont démontré que le calme ne règne pas toujours. Bon, c'est tout, c'est ainsi. Nous avons pris la meilleure décision dans l'intérêt de la tranquillité des Alluinois, en participant à ce projet à 4 communes. Pourquoi ? Parce que si Alluin n'avait pas participé au projet d'aire d'accueil intercommunal avec les 3 autres communes, eh bien les 3 autres communes, Ronc, Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, auraient quand même réalisé ce projet au même endroit. Elles l'auraient fait à 3, et nous, à Alluin, on aurait été dans l'obligation, puisqu'on a plus de 5000 habitants, de par la loi, on aurait été dans l'obligation de quand même faire une aire d'accueil des gens du voyage, et donc vous en auriez eu 2 au lieu d'1. Ça, c'est très important à comprendre dans cette affaire. Et donc la décision qui a été prise par l'équipe majoritaire est la meilleure qui pouvait être prise à partir du moment
où nous sommes dans l'obligation de par la loi d'avoir une aire d'accueil, puisque nous avons plus de 5000 habitants. Alors ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'avec les 3 autres maires, mes collègues Rodrigue Desmet, maire de Ronques, Jean-Marie Wülstecker, maire de Tourcoing, et Marie Tonnerre, maire de Neuville-en-Ferrain, nous avons, et ce, depuis maintenant plusieurs années, je rappelle que ça remonte à 2004, C'était mon prédécesseur qui avait hérité en premier de cette obligation de faire une aire d'accueil. Et d'ailleurs, je ne vous rappelle pas tout l'historique, mais au début, c'était Ronques et Halluin. Tourcoing et Neuville-en-Ferrain se sont greffés, j'ai envie de dire, comme on dit chez nous, sur un tard, puisque j'étais déjà maire. C'était même au début de ce mandat que Neuville-en-Ferrain et Tourcoing sont venus se greffer au projet. Mais enfin, vous me direz, on partagera aussi les frais. Il faut retenir ce qui est positif dans l'histoire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les 4 maires, entre lesquels il y a eu une parfaite entente, dans l'intérêt de nos concitoyens respectifs, les 4 maires ont eu des exigences très précises, notamment auprès de la MEL, qui porte le sujet, parce que la MEL, c'est sa compétence, les gens du voyage, et c'est d'ailleurs Patrick Delbar, le maire de Bondu, qui est en charge, en tant que conseiller métropolitain délégué, qui est en charge de ce sujet. Les 4 maires concernés ici ont été très sourcilleux et ont vraiment fait très attention à exiger de la MEL le maximum de précautions, notamment en vue d'assurer la tranquillité dans la durée de nos concitoyens. D'abord, dans l'aménagement lui-même de cette aire d'accueil, qui est aménagée de manière à éviter tout problème. Exemple, je prends un seul exemple, ou 2 même, les sanitaires. Les sanitaires qui sont prévus sont des sanitaires de qualité. Un autre exemple, le traitement des déchets. Tout est prévu pour que les déchets des occupants de cette aire d'accueil soient traités par la MEL de la manière la plus efficace possible. Donc nous avons veillé à ça. Ça va même encore plus loin. Cette aire d'accueil, vous voyez où elle se trouve, je le dis pour le public qui nous regarde sur Internet, mais je pense que les gens savent. C'est donc à proximité de Tricélec, on va dire entre la voie rapide qui mène à l'autoroute et puis la route départementale qui mène en Belgique. On comprend mieux comme ça plutôt qu'en disant les numéros des routes, parce que si je dis les numéros des routes, personne va situer. Bon, donc c'est vraiment près de Tricélec. Ça fait face à la zone d'activité Pierre-Mauroy, qui se trouve à Ronques, et donc la totalité de l'aire d'accueil se trouve à Ronques. Néanmoins, on n'est quand même pas loin d'Halluin, ça ne m'a pas échappé. On n'est pas loin d'Halluin, avec notamment des lotissements qui se trouvent de l'autre côté de la route départementale, je dirais à quelques encablures. Donc il faut que vous sachiez que nous, les maires, nous avons demandé à ce que ce soit non seulement bien clôturé, de manière avec de la végétation qui sera assez haute. Normalement, à terme, ça ne sera même pas visible, ni pour les uns ni pour les autres. Comme ça, on ne se dérangera pas les uns les autres. C'est parfait. Nous avons obtenu de la MEL, et ça ne coûte pas 1 centime à la commune. Bon, le contribuable, il paye quand même parce qu'il est aussi contribuable métropolitain. Mais sinon, c'est la MEL. Nous avons obtenu de la MEL un gardien. Ça, il faut que vous le sachiez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va aussi contrôler les entrées, les sorties des familles, etc., etc. Et dès qu'il y aura un problème, il peut appeler les autorités compétentes, etc. Et je vais même donner une précision. S'agissant des entrées et des sorties des familles, je vais vous faire une confidence. Puisque ce n'est pas public, ça le sera à partir de ce soir. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais j'ai là aussi veillé scrupuleusement aux intérêts des habitants d'Halluin, en ne lâchant pas sur ce point. Il faut que vous sachiez que, mais ça c'était
uniquement dans les réunions techniques que nous avons eues à la MEL d'ailleurs. Il faut que vous sachiez que l'ancien maire de Ronc, M. Ledoux, à un moment donné, voulait que les entrées et les sorties de l'aire d'accueil ne se fassent pas sur la voie rapide, c'est-à-dire côté Trisélec, mais se fassent côté route départementale, c'est-à-dire quasiment en face, de mes lotissements. J'aime autant vous dire que je n'ai pas cédé sur ce point. Les Roncois en ont sans doute été un peu déçus, mais l'accès de l'aire d'accueil se fera bien côté voie rapide et donc côté Trisélec. Ce qui était d'ailleurs prévu dès l'origine. Depuis qu'on sait que l'emplacement est celui-là, parce qu'il y a eu encore avant d'autres emplacements, mais depuis qu'on sait que l'emplacement est celui-là, et ça remonte loin, ça fait longtemps qu'on sait que ce sera là, des années et des années, depuis l'origine, on sait que l'accès de l'aire d'accueil, entrée et sortie, doit se faire à cet endroit, c'est-à-dire côté voie rapide, côté Trisélec. Je souhaite préciser un dernier point et évoquer les occupations illicites. Le discours de l'État et donc de son représentant dans la région, donc le discours du préfet et de la préfecture. Et ça, c'est un discours qu'on entend depuis plusieurs années. C'est de dire, dès lors que les communes seront en conformité par rapport à leur obligation légale d'avoir une aire d'accueil des gens du voyage, ce qui est le cas depuis le 2 décembre pour Halluin et les 3 autres communes, l'État nous dit « Nous ne tolérerons plus aucune occupation illicite, du genre sur les parkings des supermarchés et autres, comme on a connu encore récemment. » Mais bon, là, toutes les caravanes sont parties, après des semaines d'efforts. Pourquoi des semaines d'efforts? Parce que le préfet nous disait « Tant que votre aire d'accueil n'est pas ouverte, le concours de la force publique, pour l'obtenir, il vous faut une ordonnance de référé du juge. On met quelques semaines à l'obtenir, parfois. Il faut ensuite la notifier aux gens du voyage. Et même quand on remplissait ces conditions et quand on avait la décision de justice, parfois le préfet ne nous donnait pas la force publique pour nous inciter à ouvrir l'aire d'accueil. Je dois dire que depuis que l'aire d'accueil est ouverte, l'État, pour l'instant, a respecté sa parole, puisque vous avez pu observer qu'il y a bien eu expulsion de tous les gens du voyage qui occupaient de façon illicite, que ce soit le parking de Match, le parking d'Intermarché, ou le site Midas, ou le parking de Leader Price, et on a même eu à un moment 3 caravanes à Pôle emploi, parce que je me tiens au courant au jour le jour de ce genre de choses, et je remercie Georges Canotte, ici présent, conseiller délégué à la sécurité, qui est d'une aide précieuse, et je remercie le directeur de la direction de l'aménagement et du cadre de vie, et là le terme cadre de vie prend tout son sens, qui a fait un travail remarquable en préparant les actes nécessaires pour obtenir ces expulsions, puisque le préfet ne vous accorde la force publique que si vous avez pris les actes nécessaires. Désormais, maintenant que nous avons une aire d'accueil, moi j'avais signé cet arrêté même avant qu'elle ouvre, pour être bien prêt. Moi j'ai pris un arrêté qui rendra automatique la mise à disposition par le préfet de la force publique pour les expulsions des gens du voyage qui feront des occupations illicites. Alors je tiens à remercier publiquement Monsieur le préfet du Nord, ainsi que Monsieur le commissaire divisionnaire de la police nationale de Tourcoing, Monsieur Joly, qui ont tenu parole. Et depuis ici, c'était hier, on va dire, ça s'est fait sur 2-3 jours, mais la toute dernière caravane est partie hier. Je les remercie. Je les remercie tous les deux parce qu'ils ont joué le jeu. Et ils ont fait évacuer par la force publique les occupations illicites. Alors, vous pouvez compter sur moi pour veiller scrupuleusement à ce qu'à l'avenir, ce soit également le cas et que toutes les occupations illicites fassent l'objet d'expulsions forcées. Mais je rappelle quand même que le maire
ne commande pas la police nationale. La police municipale, elle fait ce qu'elle peut, et je lui rends hommage au passage, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce dossier aussi, en passant tous les jours voir sur les sites des occupations illicites pour vérifier que ça se passait pas trop mal. Donc merci à la police municipale également. Donc ce que je disais, c'est que voilà, moi j'utilise les pouvoirs qui sont les miens. Cet arrêté, je l'ai pris. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de décision de justice désormais, même sur un terrain privé, sur terrain public et sur terrain privé, s'il y a une occupation illicite. Cet arrêté, normalement, conduit le préfet à prendre à son tour un arrêté, c'est la procédure administrative, et il doit mettre à ma disposition la force publique pour évacuer les occupations illicites. Voilà ce que je voulais dire, mais si l'État ne tenait pas sa parole à l'avenir, on retomberait dans les mêmes problèmes. Mais bon, j'ose espérer que l'État tiendra sa parole. En tout cas, c'est ce qui nous a été promis. Moi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous aussi, et je crois les habitants aussi. Ce que j'ai vu là, c'est qu'à partir du moment où l'aire d'accueil a ouvert, les occupations illicites ont été évacuées par la force publique. Simplement, ce que je vous dis, c'est que j'ose espérer que l'État et la police nationale joueront le jeu de la même manière à l'avenir. Voilà, je m'arrête là. J'ai été un peu long. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je n'avais jamais encore communiqué publiquement sur ce sujet, qui est pourtant un sujet important, parce que cette aire d'accueil, c'est un équipement, même s'il ne se trouve pas sur le territoire d'Halluin, et même s'il se trouve sur le territoire de Ronques, c'est quand même un équipement qui impacte les 4 communes, et en priorité Ronques et Halluin, et dans une moindre mesure Neuville-en-Ferrain et Tourcoing. Vous l'avez bien compris. Est-ce qu'il y a des questions Monsieur Corr, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Bon, au nom du groupe En Avant Halluin, je souscris pratiquement à tout ce que vous venez de dire sur les obligations légales, bien entendu, sur les moyens qui permettent désormais de procéder à des expulsions pour éviter des nuisances et de la tranquillité. En gros, sur le fond de ce que vous avez dit, on est à peu près d'accord. Moi, je voudrais quand même rajouter un point que vous n'avez pas évoqué, qui est pour nous fondamental dans la création des aires d'accueil des gens du voyage. Vous avez dit, en gros, à un moment donné, vous trouvez ça injuste, mais de toute façon, la situation, elle est celle-là. C'est-à-dire que des gens du voyage, il y en aura toujours. Et à partir du moment où la situation est celle-là, ces gens du voyage, il faut être en capacité de faire en sorte de les accueillir sur le territoire et de la manière la plus digne possible. Et j'ai envie de dire, c'est un peu par ce bout-là de la lorgnette qu'on avait envie de voir cette délibération, c'est-à-dire de se dire que ces familles, désormais, vont pouvoir être accueillies sans avoir à aller s'en prendre à des bouches d'incendie pour avoir de l'eau, en ayant des toilettes qui sont à proximité, en ayant une certaine tranquillité et en permettant aussi de vivre... j'ai envie de dire, le mieux possible à partir des décisions qui sont les leurs. On est bien d'accord, c'est un choix de vie de la part des gens du voyage, mais voilà, la loi permet, avec la création de l'aire d'accueil des gens du voyage, permet au moins de se mettre en conformité, non pas forcément avec ce que on voudrait, mais aussi tout simplement en conformité avec une réalité, parce que des familles de gens du voyage, il y en aura toujours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que, et là mon propos va être un peu plus personnel, mais je suis sûr qu'il est partagé par d'autres, par ces temps qui courent sur les réseaux sociaux, où on peut voir parfois des propos qui se banalisent à l'égard des différences, à l'égard des autres origines, écoutez, ça fait du bien de se dire qu'à un moment donné, sur Halluin, il y a une aire d'accueil des gens du voyage, des gens qui ne vivent pas forcément comme nous. Et il y a encore des projets comme ça qui se font contre certaines idées parfois préconçues. Je ne nie pas du tout les nuisances, je les connais, j'ai même des gens du voyage comme élèves pratiquement chaque année, donc autant vous dire que c'est un problème, c'est une situation, je vais enlever le mot problème, c'est une situation à laquelle je suis aussi confronté en tant que professionnel. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça fait du bien un peu de temps en temps de se dire qu'on va accueillir ces familles-là, malgré leurs différences. Donc vous avez
c'était un peu paradoxal, mais je comprends ce que vous avez dit à un moment donné que vous étiez plutôt contre les aires d'accueil des gens du voyage. Et finalement, après, dans votre déclinaison, vous en avez quand même dit tous les bienfaits et tous les avantages par rapport à la tranquillité publique et tout ce que vous avez évoqué. Donc, ce qui prouve que vous êtes peut-être contre, je ne sais pas, mais finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Moi, je suis persuadé que c'est une bonne chose, cette aire d'accueil des gens du voyage. Donc, c'était le premier volet de ce que j'avais envie de dire. Le deuxième volet, c'est que ça soit sur le territoire roncois, bien sûr, on en convient. Après, dans l'esprit, passer le rond-point, très sincèrement, la plupart, on est plutôt à l'entrée d'Halluin que sur le territoire roncois. Mais c'est un projet qui date, donc vous l'avez rappelé, de 2004, qui était à la base halluinois et ronc. Moi, je vous le dis très sincèrement, et je le dis d'autant plus que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que Tourcoing et Neuville se sont rajoutés après souvent que mandat. Tourcoing, c'est pendant, excusez-moi, je vais dire notre mandat, 2012. Oui, vous avez C'était raison. Michel François Delannoy qui était le maire de Tourcoing à l'époque, et Jean-Luc Dereau qui était le maire d'Halluin. Vous avez raison. Donc vous voyez, ma prise de position, elle n'est pas du tout politique. Pour Marie-Tonnerre et Neuville, par contre, c'est 2014. Moi, je trouve ça toujours... moi, j'estime qu'on aurait dû garder cette capacité de 44 places, mais que Neuville, Enferrin et Tourcoing fassent des aires d'accueil du voyage et respectent la loi sur leur territoire. Voilà, on est exactement dans la même position que la conversation que nous avions eue ensemble sur les logements sociaux, sur le pourcentage de logements sociaux, où à un moment donné, il fallait répartir sur le territoire de la Melle, et j'étais intervenu en disant, mais alors dans ce cas-là, c'est un peu trop facile, finalement. Voilà, on va un peu faire un pourcentage de logements sociaux, et on va venir nous dire que dans certaines communes, on n'a plus de terrain pour pouvoir faire des aires d'accueil des gens du voyage. C'est ce que j'ai entendu sur Neuville. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la délibération. La loi, elle date de 2004. Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans que Neuville-en-Ferrin ou Tourcoing n'ont pas pu prévoir dans leur aménagement, dans leur projet d'urbanisme, une aire d'accueil des gens du voyage. Enfin, excusez-moi, j'y crois absolument pas. La réalité, c'est que les mandats successifs et les maires successifs, Tourcoing comme Neuville, ne voulaient pas accueillir d'aire d'accueil des gens du voyage sur leur territoire et étaient très contents à un moment donné de pouvoir venir se reposer sur Ronc et sur Halluin. Donc voilà, moi je pense qu'il faut dire les choses. C'est un projet, 44 places à l'échelle de la Melle. Je remarque que là, la Melle vient, portée par la Melle vient une nouvelle fois un petit peu arbitrer certaines décisions par moment, même si les villes s'en défendent. Je ne mets pas du tout en doute le fait que vous ayez défendu les intérêts d'Halluin auprès de la Melle. Voilà, j'en profite pour rappeler que la Melle pourrait peut-être éventuellement se souvenir aussi qu'il y a toujours la taxe sur les ordures ménagères du CVE. Alors, c'est encore devant le Conseil d'État. Je me doute. Donc voilà, moi je pense que la Melle, dès que ce sont des projets qui sont plutôt valorisants, Halluin est souvent oublié. Et dès que c'est des projets qui, en gros, dérangent un peu aux entournures, tout d'un coup, la Melle vient un peu arbitrer sur des positions halluinoises. Donc c'est peut-être l'occasion de rappeler à la Melle qu'à côté, il y a le CVE, qui est aussi un équipement de la Melle, qui crée des nuisances, on l'avait dit ici. Pour terminer mon intervention, j'avais une question qui est vraiment une question, alors en lien avec ce que je venais de dire sur le fait que nous estimons que les villes, notamment de Neuville et de Tourcoing, se soient défaussées sur Ronc et Halluin. On a remarqué qu'il y avait 11 places par commune, les 44 places. Imaginons qu'il y ait moins de familles à accueillir sur un territoire neuvillois ou tourquenois. Tourquenois, j'y crois pas trop, neuvillois un peu plus. Et que donc il y aurait des places vacantes. Est-ce que de fait, Halluin, et que j'ai envie de dire les 11 places pour la partie d'Halluin ne suffiraient pas, et que à cause de ça, certains riverains seraient encore obligés d'avoir des occupations illicites, pour dire les choses. Est-ce que, je sais pas si, en tout cas, des occupations sauvages, pour reprendre le terme, est-ce que Halluin peut aller solliciter Neuville pour faire en sorte que, puisqu'il y ait 3 places de libre sur les 11 de Neuville, est-ce que 3 familles sur le territoire d'Halluin pourraient investir les places dans les rangs de Neuville? C'est ma question. Ce qui ferait que ce serait un peu plus cohérent et un petit peu plus collectif comme raisonnement. Je pense que 11 places par ville.
Oui, alors je vais répondre de manière très brève à cette question-là. La réponse est oui. Et c'est la MEL qui procédera je dirais, à ce système de vase communicant. Mais bien évidemment, elle le fera. C'est une évidence. Oui, donc la réponse est oui. Avant de donner la parole, je sais, vous avez demandé la parole, monsieur Détailleur. Très bien. Je vous la donne dans un instant. Par rapport à ce que vous avez dit, monsieur Corr, je suis assez d'accord avec vous. Alors, d'abord, sur le point factuel, vous avez tout à fait raison. J'ai voulu aller trop vite, parce que pour moi, c'était Neuville et Tourcoing qui est arrivé après, mais vous avez raison. Ça a d'abord été Tourcoing avant que cette majorité ne soit élue et avant que je ne sois maire. Vous avez parfaitement raison. Et c'est Neuville-en-Ferrain qui est arrivé, ben alors vraiment sur un tard pour le coup, après 2014 et au début de ce mandat. Vous avez raison. Sur ce que vous avez dit sur justement le fait que Neuville-en-Ferrain et Tourcoing n'aient pas sur leur territoire leur propre aire d'accueil. Je vais encore me faire des amis si je dis que je suis un peu d'accord avec vous. Bon, là, on l'a fait à 4. On l'a fait à 4 et moi, je pense qu'il est de l'intérêt des 4 communes et surtout de leurs habitants que ça fonctionne bien. Mais, allez, je vais le dire, moi je suis de votre avis, on ne va pas refaire l'histoire, c'est tout, le dossier s'est emmanché comme ça, et puis moi je l'ai pris comme... moi j'ai pris le bébé comme il s'est présenté. Hein. Bon. Mais je partage assez votre avis, notamment sur le peu d'efforts que font certaines communes en matière de solidarité. Vous avez pris l'exemple de la loi SRU, vous avez parfaitement raison. Aluin satisfait aux obligations de la loi SRU et quelque part mon prédécesseur y est pour quelque chose parce que moi je trouvais qu'il en faisait trop, mais bon, le fait est qu'aujourd'hui ça nous permet de satisfaire aux critères de la loi. Et je suis assez d'accord avec vous lorsque vous dites, et je ne vais pas stigmatiser une commune en particulier, mais il y a certaines autres communes qui la jouent un peu facilement et un peu hypocritement, disons les choses comme elles sont, en prétendant que, ah bah oui, on n'a plus de foncier, ou ceci ou cela, enfin, sauf que parfois il y a du foncier pour faire une zone économique ou un nouveau centre commercial, mais il n'y en a pas pour construire des logements pour les moins favorisés d'entre nous. Bon, c'est une constatation que je fais comme vous. Ça y est, je me suis fait encore quelques amis, mais enfin, comme c'était déjà des amis, c'est pas grave. Bon. Ensuite, sur le dernier aspect que vous avez évoqué, je voudrais être bien clair là-dessus. Moi, je n'ai rien contre les gens du voyage en tant que personne. Parce que vous l'avez dit à juste titre, monsieur Corr, il s'agit de respecter tout le monde, quelles que soient les origines, le mode de vie. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. Simplement, ce qui m'a choqué lors des occupations illicites, c'est justement le manque de respect parfois de ces gens pour les droits des autres. Et aussi, de la part de la puissance publique, mais je parle de celle qui est bien au-dessus de moi. Hein. Moi, je ne suis qu'un modeste maire d'une ville de 21 000 habitants. Mais j'ai pris un exemple, je ne sais plus à qui je l'ai dit ou à quelle occasion, mais peu importe, je le redis. N'importe quel habitant d'Aluin, s'il s'amuse à faire du feu, même dans son propre jardin, il va être verbalisé. Donc, les habitants ne peuvent pas comprendre que des gens du voyage fassent du feu sur un parking ou ailleurs sans que la police arrive. Ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Et c'est normal qu'ils ne le comprennent pas. Et voyez, on a la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, moi, je suis pour la fraternité, pour la liberté aussi. Mais l'égalité, c'est faire en sorte qu'on ait tous les mêmes droits. Et les gens du voyage n'ont pas moins de droits que les autres, mais ils n'en ont pas plus non plus. Et on arrivait à ces situations-là. J'ai pris l'exemple du feu, faire un feu, il peut y en avoir d'autres. Et là où on va se rejoindre, monsieur Corr, c'est que
Eh bien, moi, mon plus grand espoir, puisque cette aire d'accueil des gens du voyage, c'était une obligation légale, et que de toute façon, maintenant, elle existe. Et il fallait la faire du mieux qu'on pouvait avec les 3 autres maires. Eh bien, ce que j'espère, et je suis sûr, mais non seulement vous, Monsieur Corr, mais que tout le monde sera d'accord avec ça, eh bien, j'espère que ça pourra régler justement ce genre de manque d'égalité entre les citoyens, puisque comme ils seront sur leur aire d'accueil, avec les règles de l'aire d'accueil, ils feront plus du feu sur un parking, soit privé, soit public, et j'espère que l'aire d'accueil permettra de résoudre ce qui était finalement une inégalité entre citoyens et qui, moi, me choquait. Voilà, c'est vraiment le vœu, je crois, qu'on peut formuler ce soir. Mais il est hors de question de stigmatiser les personnes, les êtres humains, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur origine ethnique ou géographique, ou tout ce qu'on veut, ont tous leurs qualités et leurs défauts. On est tous des êtres humains. Voilà. Ça, vous inquiétez pas, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais après, en tant que maire... moi, je ne peux pas expliquer aux habitants d'Halluin que ces gens-là, ils ont des droits que eux n'ont pas. Je vous le dis parce que j'ai été confronté à ça, parce que j'ai été confronté aux questions des habitants qui étaient gênés par certaines nuisances. Et je me suis bien rendu compte que qu'est-ce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui vous dit « Moi, si je fais du feu dans mon jardin, on me verbalise, et eux, là, ils sont en train de faire du feu sur la voie publique et personne ne dit rien. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ouais, c'est le problème auquel j'ai été confronté. Et voilà, mais il faut résoudre ces choses-là dans le respect de tous. Et oui, les gens du voyage méritent le respect, mais les habitants d'Halluin aussi. Et ils ont droit à la tranquillité. Et c'est vrai que pour un maire et pour son équipe, et pour vous aussi, j'imagine, Monsieur Corr, la tranquillité des habitants, c'est une chose très importante, parmi les plus importantes. Monsieur Détailleur, vous aviez demandé la parole. Absolument. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, nous allons voter cette délibération. Ensuite, ce sujet, c'est un sujet extrêmement délicat qu'on doit aborder avec un maximum de retenue. Surtout dans ces temps où vous avez parfois des discours faciles, populistes, qui sont tenus de ci, de là. Première chose, vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez plutôt contre, par principe, cette aire d'accueil, mais que vous souhaitiez respecter la loi. Nous, je vais être franc avec vous, nous sommes pour l'aire d'accueil complètement. Parce qu'on préfère que ces personnes soient installées sur un lieu adapté, dédié, plutôt que de voir apparaître des campements sauvages. Simplement, nous avons une crainte, 11 places par commune, c'est-à-dire 44 au total, c'est très peu. Et lorsque vous aurez des gens du voyage en plus grand nombre qui viendront sur Halluin, eh bien, on risque d'être à nouveau confronté à des implantations sauvages, que ce soit à Match, chez Leader Price ou ailleurs. C'est pourquoi nous souhaitons un maximum de retenue, un maximum de respect, mais en même temps une grande réactivité. Une grande réactivité quand il conviendra de faire appel à la force publique, parce que là on se situe dans le très court terme, et en même temps pour les gens du voyage qui seront installés sur l'aire d'accueil, nous sommes dans la République. Vous savez que je suis personnellement très attaché aux jeunes générations et à ce que tous les enfants soient scolarisés, et là nous avons un devoir, car la scolarisation des enfants, c'est également de la prévention. Et il conviendra de faire en sorte que les enfants soient scolarisés, même si de ci, de là, il peut y avoir des réticences. Voilà ce sur quoi je souhaitais intervenir, mais je répète, ces 3 R qui me semblent importants, de la retenue, du respect et de la réactivité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Détailleur. Sur votre crainte que cette aire d'accueil ne suffise pas, en quelque sorte, et qu'il n'y ait pas assez de place pour accueillir suffisamment de gens du voyage, je rejoins ce que disait M. Corr auparavant, c'est-à-dire qu'il y a d'autres communes qui peuvent faire l'effort aussi. Hein, donc moi, ma réponse, c'est, et vous pouvez compter sur moi à la MEL pour parler en ce sens et agir en ce sens,
on exigera que les communes qui ne se sont pas encore mises en conformité le fassent. Et puis ça peut être, je veux dire, c'est pas bon dans le secteur, c'est bon maintenant, mais je veux dire, il y a d'autres endroits de la métropole où la loi n'est pas respectée, et je pense qu'ils doivent prendre leur part. Voilà, et même ailleurs que sur la métropole lilloise, en France, hein, le raisonnement est valable pour toute la France. Hein, pourquoi pas même à Neuilly-sur-Seine, hein, au hasard. Hein, bon. Très bien. Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Madame Eblé, je vous en prie. Juste une petite question technique, et probablement s'agit-il d'une coquille. À la deuxième page de la Convention, dans le préambule, avant-dernière ligne, pourquoi est-il fait référence à la ville de Mouveau, qui n'est pas partie prenante? Moi, j'ai pas Mouveau. Hein. Alors, on n'est pas au même endroit. La dernière phrase. C'est dans le préambule. Hein. Outre la commune de Bondu pour l'accueil d'un terrain de grand passage de 50 places, il s'agit des communes d'Alluin, Mouveau, Neuville-en-Ferrain, Ronques et Tourcoing, chaque commune devant réaliser 11 places. Ah oui, ça y est, monsieur Leleu, parce que j'étais pas au bon endroit, d'accord. Oui, donc c'est le premier paragraphe du préambule, en fait. Et l'avant-dernière ligne. Effectivement, Mouveau est cité, donc... alors, c'est pas comme... Ah, mais oui, ça fait référence au schéma. Oui, vous avez raison. Ça m'est confirmé par monsieur Rouard, effectivement. Donc, c'est normal, si. Donc, c'est pas une coquille, madame Eblé. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'on vient de se replonger dans l'accord intercommunal. J'en profite pour également rendre hommage au travail de monsieur le directeur général des services, monsieur Leleu, qui est là à côté de moi, que je n'ai pas cité alors qu'il a assisté et participé à un certain nombre de réunions en vue notamment de mettre au point cet accord intercommunal. Il a fourni un gros travail avec monsieur Rouard, mais que j'ai cité tout à l'heure, sur ce dossier. Et il n'était pas juste que je ne vous remercie pas également. Et d'ailleurs, outre monsieur le directeur général des services, monsieur Leleu, mais c'est toujours difficile, c'est pour ça que c'est dangereux de citer quelqu'un, parce que vous en oubliez d'autres. C'est toujours un exercice périlleux, je le dis toujours. Mais à travers aussi la personne de monsieur Mathieu Leleu, je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui, dans les services, ont travaillé sur ce dossier, notamment à la DACV ou à la direction générale des services. Et je remercie les élus qui ont travaillé sur ce dossier aussi, qui sont plusieurs. Il y a Georges Canotte principalement, mais il y en a d'autres. Ils se reconnaîtront. J'arrête de citer des noms, comme ça j'oublie personne. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention? Donc, non, mais je veux pas que tu sois frustré, Georges, on a tous parlé, donc vas-y. Donc la parole est à monsieur Canotte. Mais il m'a dit qu'il faisait en 3 mots. Merci, monsieur le maire. Non, mais c'est pas moi j'adore, mais il y a des gens qui... Non, mais effectivement, je vous remercie, monsieur le maire. Je tenais à préciser que j'ai rencontré les familles, ainsi que, si je puis décrire ainsi, le patriarche, en compagnie de monsieur le maire de Ronques et monsieur le maire de Tourcoing. J'ai évoqué justement le volet éducation et parlé donc avec les mères de famille qui sont très attachés justement à l'éducation des enfants. Quant à la scolarisation, c'est un autre volet qui pourra être développé par la suite, bien sûr, avec les services concernés. Sachez que ce sont des familles pratiquement d'artisans, donc ils ont la nécessité de savoir lire et écrire. Et cette dame qui ne savait donc ni lire ni écrire était très, très sensible à mon approche concernant l'éducation. C'est cette précision que je tenais à vous faire. Merci. Merci Georges, mais c'est bien de le faire. Parce que, voilà, je pense que c'est un aspect de la question qu'il est utile de souligner.
Je vous propose de passer au vote, en vous rappelant qu'il s'agit ici d'approuver donc justement l'accord intercommunal, de m'autoriser à le signer, ainsi que tous les autres documents relatifs à cette aire d'accueil. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, conformément à ce qui avait été annoncé par certains, c'est une adoption de cette délibération, et en plus à l'unanimité. Je vous en remercie. La 12e et dernière délibération de ce conseil municipal, mais je n'oublie pas qu'il y a une question écrite qu'on abordera ensuite. Donc délibération numéro 12, elle porte donc sur nos marchés et sur nos forains. Bon, il s'agit d'un rapport de la société Géraud qui donc est le concessionnaire pour gérer nos marchés. C'est son rapport pour l'année 2018 et c'est Christine Guéquière qui vous en parle. Merci, monsieur le maire. La ville d'Halluin a concédé en 2016 à la société Géraud l'exploitation des marchés de plein vent et des fêtes foraines pour une durée de 5 ans. L'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de services publics et une analyse de la qualité de service. Dès la communication de ce rapport, son examen doit être mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil municipal qui en prend acte. La commission consultative des services publics locaux, conformément à l'article L 1413-1 du CGCT, s'est réunie le 3 décembre 2019 pour examiner le rapport présenté par la société Géraud et a été émis les remarques suivantes. Avis défavorable au déroulement d'un marché de plein vent sur la place de l'Or. D'une part, en raison de l'inexistence de bornes ou d'équipements techniques, et d'autre part, en raison de la difficulté d'harmonisation législative entre la France et la Belgique. Après avoir été en mesure de consulter le rapport transmis par la société Géraud, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir en accepter les conclusions et de prendre ainsi acte de la communication du rapport annuel du délégataire pour l'année 2018. Oui, merci Christine Guéquière, adjointe au commerce. Il vaut mieux éteindre ton micro. Ouais, merci. J'ai, avant de demander s'il y a des questions, c'est comme d'habitude les rapports, il n'y a pas de vote, c'est juste une prise d'acte. Et justement, en relisant le dernier paragraphe de la délibération, ça me conduit à vous proposer un amendement. Je vous propose de supprimer sur la deuxième ligne du dernier paragraphe de la délibération, de supprimer, de bien vouloir en accepter les conclusions, parce qu'on ne vous demande pas d'accepter, ou pas d'ailleurs, ou de refuser les conclusions du rapport. C'est un rapport qui est ce qu'il est, on en prend acte, c'est tout. Et ensuite, 3 mots plus loin, après de prendre, il y a le mot ainsi, de le supprimer aussi pour que ça reste français. Donc ça donnerait comme dispositif de cette délibération, après avoir été en mesure de consulter le rapport transmis par la société Géraud, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport annuel du délégataire pour l'année 2018. C'est-à-dire que vous dites que vous donnez acte au maire et au conseil municipal de ce que on a porté à votre connaissance l'existence de ce rapport et la possibilité de le consulter, mais vous ne vous engagez pas à l'approuver ou à refuser de l'approuver. C'était le petit changement. C'est le drame des copier-coller. Donc je propose cet amendement et, ceci étant, il n'y a pas de vote. Donc, par souci d'honnêteté, je voulais le dire publiquement et proposer cet amendement au Conseil. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur Détailleur, je vous en prie. Je vous remercie, monsieur le maire. Je voulais vous interpeller sur le fait que plusieurs maraîchers m'ont contacté et m'ont indiqué que les prix des places étaient beaucoup plus chers qu'avant sur Halluin, notamment depuis que ça a été confié à Géraud, et que notamment les places sont nettement plus chères qu'à Neuville-en-Ferrain.
C'est juste une information que je vous donne, puisque vous ne le sachiez, vous ne le saviez peut-être pas. Il faut savoir que nos maraîchers sont sur des lignes de produits très très difficiles. Les prix pratiqués sont des prix raisonnables, ce qui leur laisse une marge réduite. Il y a également des pertes qui sont conséquentes et le prix de ces places n'est pas sans influence sur leur rentabilité directe. Donc je crois qu'il faut en avoir conscience et à mon sens, il n'est pas tout à fait normal que les places soient beaucoup plus chères à Halluin qu'à Canneville notamment. Merci. Alors j'entends ce que vous dites, monsieur le détailleur. Alors vous dites depuis que c'est la Société Géraud. La Société Géraud, ça fait quand même un sacré bout de temps. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein, maintenant, voilà, c'est ce qui m'a été rapporté. J'étais pas encore maire que c'était déjà la Société Géraud depuis plusieurs années. Mais ceci étant, j'entends bien ce que vous dites et que j'écoute avec intérêt. Parce que je tiens à nos maraîchers, enfin que ce soit les nôtres, ou même s'ils ne sont pas alluinois, je tiens à ce qu'ils continuent à venir sur le marché d'Halluin, mais il y a des alluinois. Ceci étant dit, je me tourne vers Christine Guéquière, parce que si vous avez eu ce genre de démarche auprès de vous, j'imagine que l'adjointe au commerce a pu échanger. Voilà. Donc Christine, je te donne la parole. Est-ce que tu as été destinataire de ces réflexions des maraîchers en question, parce que si c'est le cas et si tu confirmes ce que dit Monsieur Détailleur, il faudra y travailler sérieusement. Oui, en fait, Monsieur Détailleur, on sait en fait qu'il y a eu une augmentation sur les marchés, mais à la dernière commission qu'on a eue, ils étaient d'accord quand même de prendre cette augmentation, et en échange, il y avait un peu plus d'animation, et le budget d'animation. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, la Société Géraud ne va plus augmenter ses métrages, quoi, voilà. Voilà, c'est tout. Je sais que c'est difficile, hein, j'ai parlé, je sais que vous êtes allés les voir aussi, hein, il y a 15 jours, il me semble. Bon, enfin, bref, voilà, bon, voilà. Bon, moi, je vais les voir de temps en temps aussi. C'est vrai que c'est très dur, mais c'est très dur pour tout le monde, même pour les maraîchers. Mais en 2020, on va dire à la Société Géraud que c'est stop. Plus d'augmentation. Voilà. Merci à tous les deux. Merci, Christine. Monsieur Corr, je vous en prie. Juste pour le plaisir, parce que ça, c'est tentant. C'est vrai que Géraud est en charge des marchés depuis très très longtemps. L'occasion pour eux de savoir que Bon Pain s'écrit avec un N et pas avec un M. Ça, voilà. c'est vrai. Voilà. Dans la... Ancien résistant leur... fusillé, c'est dans leur document, il a au moins 2 ou 3 fois avec un M. C'est-à-dire qu'il applique la règle c'est ça. le M devant le P, MBP, mais... la fameuse règle MBP, mais pas là quand même. Sauf donc que... voilà, c'était juste pour... il faut plutôt penser à la boulangerie pour se qui souvenir fait le de pain, l'abbé il y a du Bon Pain. bon pain, et donc mettre un N, ça. et non pas... Oui, alors on le dira à la Société Géraud, parce que moi j'ai horreur qu'on écorche les noms. Ça, c'est fait, j'en ai même parlé avec M. Rouard, on est d'accord, on va leur dire, pour l'année 2020, okay. On ne veut plus d'augmentation. Voilà. Non, mais on était sur Bon Pain avec un N et pas un M. Ah ben voilà ce que c'est quand on parle avec sa voisine. Et voilà. C'est pour ça que je fais attention, parce que moi c'est pareil, si je parle à mon voisin, après je risque de louper un épisode. Ok, bon, donc il n'y a pas de vote. Oui, monsieur Desplanques. Juste une petite précision. Vous voulez pas que je la retire? Non, juste une petite précision. Il y a une délégation de service public qui prévoit l'évolution des tarifs. Donc je ne pense pas qu'on pourra y toucher comme ça sur un claquement de doigts. Oui, sauf qu'il y a renouvellement des délégations. Non, c'est pas pour tout de suite, mais... Comme vous nous reprochiez tout à l'heure d'être trop pressé avec la piscine, bon. Mais je peux la laisser, cette délib, je la retire pas. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de vote. Donc, voilà, les délibérations du conseil municipal ont toutes été soumises à notre assemblée. Je vais maintenant donner lecture d'une question écrite que j'ai reçue il y a quelques jours de Madame Eblé pour le groupe 100% Halluin. Je rappelle que le règlement veut que la question écrite, donc comme son nom l'indique, elle soit rédigée par écrit. Le maire en donne lecture au conseil municipal et il répond. Ça ne donne lieu ni à question ni à débat par la suite. Je vous rappelle ce point. Je lis donc la question du groupe 100% Halluin.
Les agents communaux, qui ont pour la plupart des salaires peu élevés, vivent difficilement la forte réduction, voire la suppression de leur prime de fin d'année. Le mode de calcul de cette prime est pour eux bien opaque. Premièrement, serait-il possible d'adopter plus de transparence à leur égard? Deuxièmement, pénaliser financièrement des agents qui ont été malades pendant l'année, et pour certains d'entre eux gravement malades, revient à leur appliquer une double peine. Pouvez-vous revenir sur cette injustice? Et troisièmement, quelle reconnaissance et quelle valorisation de leur travail envisagez-vous? Voilà. Vous avez bien reconnu votre question écrite, Madame Eblé? Très bien. Alors, je vais essayer de répondre à tous les points, parce que dans votre question, il y a beaucoup de choses. Donc, même s'il n'y a pas débat et pas question par la suite, je ne vais pas tricher, je ne vais éluder aucun point. Je vais donc la reprendre du début jusqu'à la fin. Alors, vous dites que les agents communaux ont pour la plupart des salaires peu élevés. Bon, vous avez eu raison de préciser pour la plupart. Je reconnais là l'agrégé de lettres que vous êtes. Chaque mot a son importance dans une phrase. Parce que quand on lit l'ensemble, on a l'impression que chez les agents de la ville, tout le monde est indigent. C'est l'impression qu'on a quand on lit l'ensemble. Ça n'est pas le cas. Il y a des rémunérations pour certains agents de la ville qui sont parfois élevées. L'important, c'est qu'elles soient correctes. Je voulais quand même préciser ça. Ce que vous appelez prime de fin d'année, je suppose qu'on sera d'accord, c'est le 13e mois. On est d'accord. Bon, je voulais m'assurer de... Bon, enfin, c'est ce que j'avais compris. Bon. Vous parlez de forte réduction, voire suppression de ce 13e mois, et vous parlez d'un mode de calcul qui est bien opaque. Là, je m'inscris en faux, Madame Eblé, Monsieur Détailleur, parce que il y a deux choses. Il y a une loi et il y a une délibération de 1997, prise donc du temps du prédécesseur de mon prédécesseur, Monsieur Alexandre Federbe, qui est la délibération qui a, on va dire, instauré de façon plus formelle en mairie d'Halluin le 13e mois. Et ces deux textes, ces deux sources juridiques, que ce soit la délibération de 1997 ou les textes légaux et réglementaires, sont tous respectés, et respectés à la lettre. Donc, lorsque vous parlez de réduction de certaines primes de 13e mois, et lorsque vous demandez serait-il possible d'adopter plus de transparence quant au mode de calcul, moi je vous renvoie tout simplement aux textes en vigueur qui sont parfaitement appliqués en mairie d'Halluin. Et ce que je regrette, Madame Eblé, c'est que vous instrumentalisez quelques cas individuels que vous évoquez dans une instance collective, qui est le conseil municipal. Il est vrai que certains agents peuvent constater une réduction sur leur prime de 13e mois, mais ça n'est là que l'application des textes en vigueur. Il s'agit, et là je vais vous donner un ordre de grandeur, on a grosso modo, allez, ça change tout le temps, parce que comme il y a des contrats à durée déterminée, etc., mais grosso modo c'est 450 agents, la ville d'Halluin, quand je compte ceux du CCAS, qui sont à peu près une cinquantaine. 400 agents ville, 50 agents CCAS. Mais là, on parle de tout le monde. Tout le monde est éligible au 13e mois si on remplit les conditions d'éligibilité. Sur ces 450 agents, il y en a à peu près 420 qui ont une prime de 13e mois absolument intégrale, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas eu une raison légale ou réglementaire qui fait qu'il y a eu une réduction. Voilà. Donc vous avez 9 agents sur 10 qui ont un 13e mois intégral, et moi je trouve qu'il n'est pas
dans l'esprit des textes qui régissent un conseil municipal, qui est une instance collective. Ici, on débat de tout ce qui concerne l'ensemble de nos concitoyens. S'il y a quelques cas individuels de gens qui ne comprennent pas pourquoi une somme a été défalquée sur leur 13e mois, j'ai un directeur des ressources humaines, ils peuvent aller le voir, ils peuvent me faire un courrier, auquel cas je regarde avec le directeur des ressources humaines et le directeur général des services, qui peut être saisi également. D'ailleurs, certains ont commencé à le faire, sur les quelques-uns qui sont concernés. Mais c'est très marginal. Il y a d'ailleurs eu un cas où je me suis aperçu qu'il y avait eu erreur. Oui, il y avait eu une injustice. C'est à la direction de l'aménagement et du cadre de vie. Je ne vais pas citer la personne, bien évidemment, il s'agit de sa vie privée. Mais l'erreur va être réparée et il aura un 13e mois intégral. C'était par erreur, effectivement, c'est déjà arrivé. Les erreurs, ça peut arriver n'importe où. Et je veux dire, comme il s'agit de cas marginaux et vraiment d'une poignée d'agents, ils ont vraiment, ça ne doit pas passer par le conseil municipal. Moi, je ne suis pas, si vous voulez, ça ne m'ennuie pas du tout. Hein. Alors, je suis très à l'aise avec la question, mais cette instance n'est pas faite pour cela. Il y a un directeur des ressources humaines à la mairie, il y a un directeur général des services. À la limite, c'est même blessant pour eux. Et tout courrier adressé au maire est étudié, s'agissant de la personne dont je viens de vous parler, mais on a reçu, il y a 4-5 autres courriers qui sont arrivés, ils seront tous étudiés, et les cas seront étudiés au cas par cas, et s'il y a eu erreur ou injustice, ça sera réparé. Moi, j'ai horreur de l'injustice. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ensuite, oui, alors, vous parlez dans votre point numéro 2 d'agents qui ont été malades pendant l'année, et pour certains d'entre eux gravement malades, et qu'on leur a appliqué une double peine, et donc vous parlez d'injustice. Alors, Madame Eblé, je ne peux pas ici, devant cette instance collective et officielle, donner des noms, mais j'ai en tête des exemples, là, cette année. Le 13e mois, il est versé en novembre. Hein. Donc j'ai en tête des agents qui, fin novembre, ont perçu, et beaucoup, ont perçu un 13e mois intégral, alors que certains d'entre eux ont eu des arrêts pour maladie, et parfois, malheureusement pour eux, pour grave maladie, et parfois des arrêts très longs. Genre, plus de la moitié de l'année, on ne les a pas vus, mais ce n'est pas leur faute. Quand on est malade, on s'arrête. Le médecin décide de vous arrêter, d'ailleurs, on ne le décide pas soi-même, et on se soigne, et ça, c'est tout à fait normal. Et j'ai des exemples en tête de gens qu'on n'a pas vus plus de la moitié de l'année à cause de leur maladie, et ils n'en peuvent rien, et je peux vous assurer, j'ai les noms dans la tête, là, je pourrais vous les donner, mais je ne vais pas faire ça publiquement, il s'agit encore une fois de leur vie privée. Mais eux pourraient en témoigner, ils ont eu un 13e mois intégral. Vous n'avez pas le droit de dire, Madame Eblé, et c'est blessant, c'est même insultant, vous n'avez pas le droit de dire qu'à la ville d'Halluin, on est pénalisé quand on est malade. Ça n'est pas vrai. Vous demandez en 3e point quelle reconnaissance et quelle valorisation du travail des agents on envisage. Et là, voyez-vous, c'est votre dernière question. Votre dernière question, elle vous trahit, Madame Eblé, si je puis dire. Elle montre que, allez, vous voulez vous faire passer pour les grands défenseurs des agents, et puis moi je suis le grand méchant patron, c'est ça le truc. Hein. On est à 3 mois des élections. D'ailleurs, pendant 6 ans, vous vous en êtes pas préoccupé, alors que moi, je m'en préoccupe tous les jours, du sort et des conditions de travail des agents. Et il faut attendre d'être à 3 mois des élections municipales pour que vous soyez tout d'un coup inquiets des agents malades ou de leur 13e mois, ou de la reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis des agents. Alors, sur le point de la reconnaissance que nous avons à l'égard des agents, moi je vais vous dire une chose. Oui, c'est un vrai sujet, monsieur Détailleur. Oui, c'est un vrai sujet. Normalement, vous ne devriez pas intervenir, mais comme je l'ai rappelé au début, mais en l'occurrence, vous avez raison. C'est très important. C'est très important. Moi, vous savez, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et j'ai eu des patrons pas toujours reconnaissants. J'ai souvent été remercié avec des coups de pied au derrière, et c'est un tort. C'est un tort, le manque de reconnaissance. Parce que les gens, et c'est ce que la question de Mme Eblé laisserait sous-entendre, mais les gens ne demandent pas que de l'argent. Bien sûr, c'est important. Il faut payer les factures. Et je le comprends très bien. Je le comprends ô combien. Mais ils ne demandent pas que de l'argent, nos agents. Ils demandent de la reconnaissance aussi. Et moi, je puis vous dire que
depuis qu'avec cette équipe, dont je suis très fier, je le dis au passage, nous sommes à la tête de la mairie d'Halluin, nous faisons tout ce que nous pouvons, même si ce n'est pas facile, pour que les agents soient reconnus dans leur travail et valorisés. C'est sans doute pas suffisant. C'est sans doute pas suffisant. Mais vous savez, dans le monde du travail, il y a parfois des gens qui sont en souffrance, et ce n'est pas toujours à cause du travail non plus, systématiquement. Il faut sortir un petit peu des préjugés. Moi, j'ai été saisi, et mon directeur des ressources humaines et mon directeur général des services également, assez régulièrement, de cas dans lesquels, certes, parfois, c'est au travail qu'on a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais souvent, il y avait des problèmes à la maison. Il y avait parfois une séparation. Il y avait parfois un décès d'un proche. Et tout se mélange. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour moi aussi. C'est valable pour les élus. C'est valable pour n'importe qui quand il se rend au travail. Et c'est beaucoup plus complexe qu'une question comme ça, en fin de conseil municipal, à 3 mois des élections. Alors, pour être plus concret sur la reconnaissance du travail des agents, je citerai quand même 2 exemples, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans la vie de tous les jours. Tiens, j'en ai un autre avant de citer ces 2-là. Moi, quand je suis arrivé avec mes amis à la mairie d'Halluin, il y avait un gros problème concernant les équipements de protection individuelle, les EPI. Il n'y en avait pas. Monsieur Wood, qui a beaucoup travaillé sur la question, pour être allé dans tous les services, il y est allé dans tous les services. Il en sait quelque chose. Pas de chaussures de sécurité, même pour ceux qui manipulaient des charges lourdes. Pas de combinaison. Pas de bouchons pour les oreilles quand on manipulait des engins bruyants, etc. Rien. Je me souviens très bien qu'à l'époque, j'ai fait faire la liste de tous les équipements de protection individuelle qui manquaient. On a débloqué des crédits et aujourd'hui, les agents ont leurs équipements de protection individuelle. Ça aussi, c'est le respect des agents, parce que c'est le respect de leur sécurité. Et il n'y a rien de plus important que la sécurité au travail, parce qu'on ne va pas travailler ni pour se blesser, ni pour tomber malade. Les 2 exemples, maintenant j'y viens, parce que ça c'est un 3e qui est venu là en vous parlant. Donc vous voyez qu'on ne manque pas d'exemples en matière de reconnaissance des agents. Mais j'ai 2 exemples plus récents en tête. C'est le CIA, alors certes, qui est un dispositif légal qui a été prévu avec le RIFSEP. Vous avez d'un côté l'IFSE, de l'autre côté le CIA. Mais ce CIA, ce complément indemnitaire annuel, c'est quand même cette équipe qui a décidé, pour la première année de son application, de débloquer 90 000 € de primes supplémentaires pour nos agents. Et c'est le maire que vous avez devant vous qui a décidé que même les contractuels y auraient droit. Ça m'a même été reproché, pas en face, mais les agents qui viennent vous voir, vous, qui aimeraient bien que je sois plus maire, quelques-uns, ils m'ont reproché, parce qu'eux, ils sont titulaires, ils sont protégés par leur statut, ils m'ont reproché d'avoir prévu du CIA pour les contractuels. Parce que s'il n'y avait pas eu de CIA pour les contractuels, ils en auraient eu plus pour eux. Donc, vous voyez, avec votre question, quand vous me faites des leçons sur la justice et l'injustice, je pourrais peut-être vous en donner aussi. J'en ai pas à recevoir. Donc, le CIA, 90 000 € de primes supplémentaires pour nos agents, même les contractuels. Et d'ailleurs, pour le RIFSEP, dans sa globalité, on a aussi décidé qu'il s'appliquerait aux contractuels. Et le dernier exemple, puisque je vous avais dit 2, c'est en matière de prestations sociales, pour les enfants, vacances, ce que fait en gros un CE, un comité d'entreprise pour les salariés dans une entreprise privée. Lorsqu'on a dû faire face à la mort du COS, le comité des œuvres sociales, qui était animé par certains agents d'ailleurs qui avaient le mérite de le faire, et je les salue au passage, mais le COS, il est mort sa belle mort, parce que ces gens-là sont partis en retraite et puis il n'y avait plus rien derrière. On en a profité pour donc passer un contrat avec un prestataire qui s'appelle Plurelia et qui propose aux agents des prestations sociales qui sont sans aucune commune mesure avec ce qu'ils avaient par le COS. C'est le jour et la nuit. Donc, ne dites pas que cette mairie ne fait pas d'efforts pour ses agents. J'ai juste donné quelques exemples, et je trouve que c'est un petit peu facile, à 3 mois des élections municipales, de venir faire de la démagogie. Je vous remercie. Je tiens à vous souhaiter
pour celles et ceux que je ne verrai pas d'ici là, et en tout cas je le souhaite à toutes les Alluinoises et à tous les Alluinois qui nous regardent sur Internet, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, et avant ça, je vous souhaite une bonne soirée.